harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, intimidation, humiliation. Cela fait quasiment partie de la vie de l'entreprise. Vous n'aurez pas d'handicapés, vous n'aurez pas d'obèses. Les femmes enceintes, clairement, une femme enceinte qui se présente à un entretien, c'est une perte de temps. Plus rien ne nous étonne, malheureusement. En matière de discrimination en raison de la grossesse, c'est malheureusement un classique. Avec ta petite jalaba de merde, là. Non, moi, je respecte les gens qui pleurent. Et toi, et ta gonzesse de merde. Il est arrivé devant moi, a frappé du poing sur la table. De toute façon, vous, les Arabes, vous êtes des fouteurs de merde. Vous êtes comme des animaux en cage, il faut vous mettre des coups de fouet pour avancer. Oula, je m'en ai où, là? Il fallait recruter donc, quelques centaines de personnes qui devaient être jeunes femmes de 18-22 ans, taille maxi 40, BBR, bleu, blanc, rouge. Donc ça signifie pure race, blanc de blanc. Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique tournée vers l'international. C'est vrai que la rédaction de la fiche, elle demande du jeune. Pour être franc, j'y crois pas trop. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Pourquoi monsieur est le candidat l'un des plus âgés, voire le plus âgé, sa candidature n'est jamais retenue? Je peux regarder? Oui, tu peux regarder, oui. C'est horrible. Bonjour. Enchantée. Maintenant, quand on dit qu'il faut être présentable aux gens, c'est carrément, ça devient étonnant. Je pense que si je suis pas prise, ça sera sûrement faute à mon physique, parce que mon CV, je sais qu'il a beaucoup aimé. Metz, dans l'est de la France. C'est ici que vit Mustapha Atouchi. Il a 40 ans, il est conducteur de camion. Ce matin, Mustapha ne se rend pas directement au travail. Il accepte de faire un détour qui l'appréhende particulièrement. Je n'allais pas repasser là-bas, hein, à cause de le patron, qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça me rappelle mon mauvais souvenir avec lui, qu'est-ce qu'il est arrivé, les insultes. Ce franco-marocain emmène nos journalistes devant l'entreprise de son ancien employeur. Il y a travaillé près de 2 ans. Sa boîte, c'est là, à droite. Avec des camions, des tout là. Mustapha était conducteur de ces camions balayeurs. Son métier, il l'aimait, mais les relations étaient tendues avec son employeur. Et là-bas, il va sortir. Ouais, c'est lui. Là, ça, je me trompe. On vous sent stressé là? Ouais, parce que je l'aime pas, lui. C'est bon. Il vous a traumatisé? Ouais, maintenant, regarde là, l'épée, il trompe. Ça faisait combien de temps que vous l'aviez pas vu? Depuis quand j'ai quitté la boîte. Hein. Maintenant, c'est 3 ans. Hein. Si Mustapha est si angoissé à l'idée de revoir son ancien patron, c'est parce qu'il affirme avoir été victime de discrimination, de harcèlement et de racisme presque quotidiennement pendant 2 ans. Jusqu'au jour de trop. Alors qu'il finissait une longue journée de travail, son patron vient à sa rencontre l'air énervé. Mustapha a le réflexe de sortir discrètement son téléphone portable. Le jour ça, je fais 12 ou 13 heures de travail. Et moi, je rentre pour poser le camion, il a fait le marcheur et il m'a souillé. Après, je dis qu'il y a quelque chose qui va arriver grave maintenant. Et quand par hasard, moi, j'ai pris le téléphone, parce que plusieurs fois, il parle de mal, c'est pour ça, moi. Et quand par hasard, je remercie les deux, il a craché tout le jour ça. Il a sorti tout. Hein. Avec son téléphone, Mustapha enregistre 10 minutes d'insultes, de menaces et de propos racistes. Une vidéo d'une rare violence qu'il a accepté de dévoiler. Et où est-ce que t'as eu ton permis, toi? Tu l'as eu en France, ton permis? Non. Non, t'as pas eu ton permis en France. Tu sais pas rouler un camion. Ton permis, tu l'as eu au bled. À cause d'une erreur de chargement, Mustapha en prend pour son grade. Et le patron tient même des propos racistes. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. Il menace physiquement son employé et sa famille. Et là, on n'est que 2, mon pote. Hein. Et là, on peut y aller. Hein. On peut y aller avec les poings. Moi, je suis pas avec ta petite jalaba de merde, là. Non, moi, je respecte les gens qui pleurent. Et toi, et ta gonzesse de merde. Si elle vient encore ici
et me dis pas bonjour. Non, ça ira mal. C'est pas- toi qui dis faut pas regarder les mecs. Non, je dis pas à ma femme c'est comme moi. Ferme ta grande gueule. Je rentre- Ferme ta grande gueule. Des insultes, des menaces physiques, mais aussi des menaces de licenciement, sans véritable raison. Alors je vais te dire un truc. Soit tu rentres dans le rang, dans le rail de l'entreprise, soit tu dégages. Tu dégages. Faute grave et tu n'as plus rien du tout. Tes gosses, ils vont bouffer des casse-dalles et terminer. Et le patron va jusqu'à faire des amalgames. Moi, depuis qu'un patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque là. T'as compris ça? C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de prendre un arabe et le tac, et le mettre en haut de mon bâtiment. Peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais te décapiter, que je vais mettre ta tête sur le portail. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l'indignation. Elle reflète parfaitement le sentiment de ceux qui se sentent persécutés au travail. En France, selon un sondage de l'IFOP, un actif sur 3 affirme avoir été victime de discrimination au travail. C'est-à-dire, selon la loi, avoir été traité de façon moins favorable que d'autres à cause de son sexe, de son âge, de son origine ou de son apparence physique, par exemple. Autant de critères qui conditionnent encore, semble-t-il, la réussite professionnelle des Français. Les femmes sont en première ligne dans cette discrimination à l'emploi. Payées 24% de moins que les hommes, à compétences égales, elles sont aussi mises à l'écart lorsqu'elles deviennent mamans. Leur décision était prise, une femme enceinte ne pouvait pas exercer ce métier-là. Parmi les autres discriminations les plus fréquentes, les origines ethniques ou la nationalité. Selon l'IFOP, 3 actifs sur 10 ont déjà été victimes de racisme au travail, soit 8 millions de Français, harcelés et injuriés quotidiennement en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. De toute façon, vous les Arabes, vous êtes tous de la c'est bon, hein. Vous êtes comme des animaux en cage, il faut vous mettre des coups de fouet pour avancer. Certains patrons sont ouvertement racistes et ne s'en cachent plus. Les conséquences sont parfois scandaleuses. Plus tard dans la journée, la décision sera prise de licencier ce salarié noir. Certains recruteurs vont même jusqu'à écrire noir sur blanc leur volonté d'exclure certains profils. Ça s'applique également aux personnes ayant une orientation sexuelle exotique, aux juifs et aux handicapés. Autre discrimination, très pernicieuse, les salariés mis au placard de plus en plus tôt. À 50 ans, un employé est désormais jugé trop vieux. 58 ans, ça c'est la ligne qui tue. Derrière un CV de 58 ans de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous voyez un vieux barbon croulant. Voilà, 58 ans, il a forcément mal au dos, mal au ventre, mal partout. Ben non, pas moi. Âge, mais aussi beauté. Quel que soit le domaine professionnel, qu'on soit un homme ou une femme, aujourd'hui, selon certains patrons, pour travailler, il est préférable d'être beau. Je pense que si je ne suis pas prise, ça sera sûrement faute à mon physique, parce que mon CV, je sais qu'il a beaucoup aimé. Pourtant, la loi interdit formellement toute forme de discrimination depuis 2008. Alors, depuis cette date, selon le défenseur des droits, de plus en plus de salariés attaquent en justice et demandent réparation. Ceux qui soient condamnés à de la prison, même si c'est avec sursis, il faut qu'ils soient payés, qu'ils soient condamnés parce qu'il a fait du mal à plusieurs personnes. Selon la loi du 27 mai 2008, une discrimination est une distinction de traitement portée aux salariés sur un motif autre que les nécessités de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié. Puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais les mentalités semblent évoluer et quelques entreprises intègrent désormais des salariés habituellement discriminés au sein de leur personnel. Depuis mon arrivée ici, je me sens super bien. Les collègues, ils font jamais aucune remarque par rapport à mon handicap. Je pense que c'est super. Ouais. Ça fait chaud au cœur quand même. Pendant plusieurs mois, notre journaliste a suivi le parcours de ces salariés dont les droits ont été bafoués, qui ont été harcelés, exclus du monde du travail pour des motifs discriminatoires. Nos équipes ont aussi enquêté du côté des employeurs pour comprendre quelle place prend aujourd'hui la discrimination dans le monde du travail.
Immersion au cœur d'un monde où la discrimination fait rage. À Metz, Mustapha a été victime de harcèlement pendant 2 ans. Même s'il ne travaille plus dans son ancienne entreprise depuis 3 ans suite à un licenciement, il a tout de même décidé d'attaquer son ancien patron en justice. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. Dans son combat, il a trouvé du soutien auprès d'anciens collègues. Ils ont été témoins, mais aussi victimes du même bourreau. Vous avez entendu Mustapha se faire insulter? Ah oui, comme quoi il faut un dictionnaire pour le comprendre. Bientôt ça va être le Maghreb ici, il me disait. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, oui, mais on n'a que des Arabes maintenant ici. Ça, c'était mon 2e jour. Et le 3e jour n'a pas été moins mémorable. Suite à une panne de camion, Kéredine va lui aussi être la cible d'injures racistes de la part du chef d'entreprise. Il est arrivé devant moi, a frappé du poing sur la table. Tu m'as bousillé un camion. De toute façon, vous les Arabes, vous êtes des fouteurs de merde. Les insultes sont tombées. Vous les Arabes, les bougnoules, etc. Je commence à tomber de haut. Je lui dis, attendez, monsieur, sur un autre ton, c'est moi qui étais en panne, c'est moi qui étais embêté sur l'autoroute, c'est moi. Non, tu te fous de ma gueule. De toute façon, vous les Arabes, vous êtes tous de la merde. C'est ces mots, hein. Vous êtes comme des animaux en cage, il faut vous mettre des coups de fouet pour avancer. Il vous a dit ça mot pour mot? Ah oui, mot pour mot, oui. Et il est venu mettre sa tête contre ma poitrine, il voulait faire la bagarre avec moi, il a voulu me taper. Il a appelé son fils est venu en courant dans le bureau. J'en mange 10 comme toi au petit déjeuner. Je dis, oula, il m'en est où là? Des propos insupportables et des menaces qui auront très vite raison du nouveau salarié. J'ai coupé court, je lui ai rendu les clés de camion. J'ai dit, écoutez, vous êtes une entreprise de dingue. Je préfère m'en aller, c'est mieux comme ça. Une démission après 3 jours de travail et le début de la galère pour Kéredine. Les problèmes ont commencé pour moi, donc j'ai pas pu toucher le Pôle emploi. Voilà, donc par la suite, il a été me dénigrer sur pas mal d'entreprises pour que je ne trouve pas de travail derrière. Il allait voir les chefs pour leur dire, ouais, vous embauchez une personne qui est pas bien. Il m'a fait une très très mauvaise réputation auprès de plusieurs grosses entreprises pour qui on travaillait, quoi. Résultat, Kéredine a mis 8 mois pour retrouver du travail. Sans salaire, sans chômage. Difficile à digérer pour cet homme qui se sent avant tout français. Je suis né à Metz, j'ai fait mon service militaire français, j'étais caporal-chef à l'armée française, voilà. J'ai fait mon devoir, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais bon, pour les gens-là, je suis pas français. Lui, il ne regarde pas les papiers, il regarde les racines. Il regarde les papiers, lui, les papiers, il ne compte même pas. Cet autre collègue, qui n'a pas d'origine étrangère, n'a lui pas subi de discrimination. Mais il était aux premières loges. Le patron, de toute manière, les seuls mots qu'il avait dans la bouche, c'était c'est l'arabe là, il me j'en ai ras le sac. Avec un arabe, ça va encore, dès qu'il y en a 2, ça va plus. Et quand tu entends en permanence c'est arrivé à un moment donné, t'es là, ça te prend au trip. J'avais envie de vomir chaque fois que j'entendais ça. J'en étais malade. Il entre alors dans une période de dépression et obtient un arrêt maladie. Le patron en profite pour le licencier. Du jour au lendemain, ils sont venus me récupérer les clés de la voiture parce que j'étais en arrêt maladie et que j'étais à l'hôpital. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le patron aurait gardé une rancœur envers ce salarié qui ne s'est pas rangé de son côté. Un soir, il est percuté par une voiture de la société. Ils m'ont foncé dessus une première fois. Ils m'ont mis sur le capot de la voiture, je suis parti en arrière, ils ont accéléré, ils m'ont retapé une deuxième fois. Au volant, un fidèle salarié du patron. Mais pour cette victime, il n'était pas le seul dans la voiture. De là, je suis tombé à gauche de la voiture, la fenêtre étant ouverte, je me suis penché dedans, j'ai allongé un pain au visage du conducteur, le réflexe. Donc là, j'ai pu identifier le conducteur, parce qu'il était à côté de moi, et j'ai pu identifier le passager. Selon lui, c'était son ancien patron. Lui, nie avoir été présent ce soir-là. Le salarié, au volant, a été reconnu coupable de violence avec usage d'une arme et condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Le patron, en revanche, n'a pas été jugé pour ces faits. Mais toi, physiquement, tu t'es toujours pas remis, quoi. J'attends l'expertise pour voir pour être opéré. Depuis, l'ancien collègue de Mustapha a des problèmes de genoux et est obligé de se déplacer avec une canne. Les 3 hommes ont décidé d'attaquer leur ancien patron. Ils ont pris des avocats et veulent le faire condamner pour la discrimination et les injures dont ils ont tous les 3 été victimes.
Ils doivent désormais se préparer à passer au tribunal pour raconter leur histoire, tenter de prouver leur vérité et essayer d'obtenir réparation. Quelques jours plus tard, notre journaliste retrouve Mustapha. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Maître Zouaoui, son avocat, pour préparer l'audience. Il est possible de porter plainte pour discrimination, pour, comme le dit la loi, distinction de traitement portée aux salariés. Mais dans ce dossier, l'avocat a décidé d'attaquer l'ancien patron pour harcèlement, parce que Mustapha a souffert de ces insultes de façon répétée. Le harcèlement est défini par la loi comme des propos ou comportements répétés qui dégradent les conditions de travail et portent atteinte à la dignité et compromettent l'avenir professionnel. Mais le problème, c'est qu'en droit français, le harcèlement doit être un comportement répétitif et non isolé. Cette seule vidéo ne suffit donc pas à prouver que la violence était régulière. Le harcèlement moral ne marche pas si c'est qu'une fois. Le harcèlement moral requiert, et c'est une condition fondamentale, requiert une répétition. En fait, il faut prouver que cette altercation n'était pas un incident isolé. Je n'aime pas les Arabes. Je n'aime pas les Arabes. C'est seulement si Mustapha arrive à convaincre le juge que son ancien employeur sera puni. Il risque jusqu'à 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. L'enjeu est de taille pour cet ouvrier un peu fébrile. C'était récurrent. Point numéro 1, c'était tout le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant de le voir, vous avez commencé à filmer avec votre téléphone portable. Et vous insistez bien que c'était régulier, tout le temps. Cette répétition sera le point le plus important pour espérer condamner l'ancien patron. Si j'étais avocat de l'employeur, j'attacherais de l'importance à essayer de faire croire que ça n'était que cette fois-là, ou que mon client s'est fait piéger. Généralement, c'est comme ça que l'on peut imaginer. Et d'ici à imaginer une troisième chose, venez me voir après l'audience. Si vous me voyez pleurer, peut-être qu'il y aura eu autre chose. Mustapha et son avocat réclament 10 000 € de dommages et intérêts. Mais c'est surtout pour le symbole qu'ils se battent. L'audience aura lieu dans quelques semaines. Mustapha devra affronter au tribunal son ancien employeur. Mais comment peut-on tenir de tels propos? Menacer ainsi ses employés avec une telle violence? Et ce patron pensait-il vraiment ce qu'il a dit sur la vidéo de Mustapha? Notre journaliste a tenté d'obtenir des réponses de la part du chef d'entreprise mis en cause. Notre équipe décide de rendre visite à l'ancien patron de Mustapha. Rendez-vous à son entreprise. Bonjour, on est journaliste et on aimerait parler à monsieur s'il vous plaît. L'homme sort de son bureau. Notre journaliste lui propose de réaliser une interview, mais il refuse. La discussion est donc enregistrée en caméra cachée. Moi, je ne répondrai pas à vos questions. C'est mon avocat qui se charge de cette affaire. Après quelques minutes de négociation, le patron s'explique. Sa ligne de défense est très surprenante. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. J'étais bourré, je pouvais être bourré, parce qu'ici, je suis chez moi. Ce serait donc à cause de l'alcool qu'il aurait tenu de tels propos. L'homme certifie même être très ouvert d'esprit. Ici, il y a encore des musulmans, et il y a encore des hommes de couleur qui travaillent. Vous n'êtes pas raciste? Non, pas du tout. Quand vous dites que vous n'aimez pas les Arabes, parce que c'est ce que vous dites sur la vidéo. Je vous répète, chez nous, on a des gens de couleur et des Arabes qui travaillent depuis très longtemps. Et pour son fils, présent ce jour-là, rien de grave, tout le monde serait un peu raciste. Moi, j'ai jamais dit j'aime pas les Arabes, personnellement, mais... J'aime pas les Espagnols. Ah, c'est Italiens, ils font chier. Ah, c'est... Ça, on l'a jamais dit. Puis les belges, on pense toujours quand on est en Belgique, ils roulent mal. C'est belges, on le dit. Mais ça n'a pas le même impact. Selon eux, ils seraient même les victimes dans cette affaire. On sait l'opinion publique où elle va. On le sait. C'est-à-dire? On sait l'opinion, les gens ils aiment bien ça. C'est dans l'air du temps et voilà. Ça serait monsieur Fromage qui se fait démonter la gueule et qui se fait tabasser dans le métro. Les gens s'en foutent. Aujourd'hui, ils veulent la peau de monsieur. C'est tout ce qui les intéresse.
Désormais, plus question de tenir de tels propos, l'homme fait profil bas. Mais vous regrettez aujourd'hui ou pas? Mais bien sûr, je m'en fous moi, ce gars-là, j'ai rien contre. Ce gars-là, il venait prendre le thé, on prenait le thé ensemble. Vous regrettez ce que vous avez dit? Moi, j'ai rien contre ce monsieur, c'est tout. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Dans quelques semaines, il devra s'expliquer devant la justice et ses anciens employés. Les propos de l'ancien patron de Mustapha sont particulièrement violents. Pourtant, ils ne sont pas anecdotiques. Aujourd'hui, selon une étude européenne de l'Eurobaromètre, la discrimination liée à l'origine est l'une des plus répandues. Alors que selon l'IFOP, un Français sur 3 aurait déjà été discriminé, la France se dote en 2011 d'une toute nouvelle institution ayant un rôle de médiateur. Elle s'appelle le Défenseur des droits et siège à Paris. Cette autorité indépendante a été créée pour défendre les citoyens, notamment dans les cas de discrimination. Elle mène l'enquête de façon totalement indépendante pour définir si les droits des citoyens ont été lésés. Le Défenseur des droits est déjà intervenu dans plusieurs affaires juridiques qui ont fait la une des journaux. Des cas emblématiques qui, depuis, font jurisprudence. En 2018, par exemple, la SNCF a été condamnée à plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir discriminé des salariés maghrébins. Bonjour Muriel. Exceptionnellement, cet organisme a ouvert ses portes à notre équipe. Slimane Laoufi, juriste de formation, s'occupe des conflits dans le monde du travail. Il y a des nouveaux dossiers qui sont arrivés. Il n'y a pas d'urgence, il y en a 10. Il y en a 10. Oula. D'accord. Chaque jour, des dizaines de réclamations arrivent ici. Parmi ces dossiers, les cas de discrimination sont les plus courants. Voilà, alors là, vous avez donc des dossiers qui concernent les discriminations en raison de l'origine. L'origine, c'est le deuxième motif discriminatoire le plus fréquent dans les dossiers de Slimane. Malheureusement, la discrimination en raison de l'origine, effectivement, elle existe, elle est répandue, elle se développe de plus en plus avec une parole qui est un petit peu plus libérée et assumée. Comme Mustapha, le salarié de Metz, les réclamants qui font appel aux défenseurs des droits pour discrimination liée à l'origine sont victimes de harcèlement au quotidien. Ce sont essentiellement des propos racistes, xénophobes, qui s'inscrivent dans un harcèlement discriminatoire. Et puis c'est aussi les refus d'embauche en raison de l'origine. Et ça, malheureusement, ça existe de plus en plus. Ce racisme au travail, certaines personnes ont décidé d'en faire leur combat pour que les salariés ne soient plus harcelés ou recalés à des entretiens. Dans le 13e arrondissement de Paris, Samuel Thomas est avocat. Il passe ses journées la tête enfouie dans ses centaines de dossiers. Tous concernent la discrimination liée aux origines, à la nationalité ou à la couleur de peau. Tu as fait une petite enquête sur leur profil militant, non? Samuel travaille pour l'association La Maison des Potes. Tous les jours, il passe des heures à chercher des preuves pour faire condamner les plus grosses entreprises. Parmi les sociétés qu'il a attaquées, Adecco, une grosse agence d'intérim. En 2007, il les fait même condamner. Eux, mais aussi leurs clients, la société L'Oréal, qui cherchait à recruter des vendeuses. On était en 2000 et la société L'Oréal demande à Adecco des animatrices de vente pour vendre des produits Fructis Garnier dans les supermarchés. Dans sa demande écrite, L'Oréal donne des consignes discriminatoires très claires, comme le prouve ce document interne fourni par une salariée choquée par ces méthodes. Il fallait recruter donc quelques centaines de personnes qui devaient être, selon le profil Fructis, jeune femme de 18-22 ans, taille maxi 40, BBR. Le sexe, l'âge, l'apparence physique, mais aussi l'origine, avec ce code intrigant, BBR. BBR, donc ça signifie bleu, blanc, rouge. À l'époque des années 80, la fête du Front National s'appelait la fête des bleus, blancs, rouges. Et pour identifier un Français vraiment d'origine française, c'était un bleu, blanc, rouge. Et donc c'était un code qui était bien connu du personnel d'Adecco et qui permettait de faire passer une consigne discriminatoire le plus discrètement possible. D'après Samuel, ce code était utilisé systématiquement par les recruteurs, et notamment Adecco.
C'est avec ces preuves qu'il a réussi à faire condamner L'Oréal et Adecco pour discrimination raciale à l'embauche. Chacune des entreprises a été condamnée à payer 30 000 € de dommages et intérêts. C'est la première fois qu'on réussissait un tel exploit de faire condamner le commanditaire et les prestataires pour discrimination et ordre de discrimination. Samuel va vite se rendre compte que ces codes internes sont très largement répandus. Quelques mois plus tard, il découvre qu'Adecco a les mêmes pratiques en Belgique. Sur ces documents internes, les profils recherchés par Adecco pour leurs différents clients. Et ce nouveau code, BBB. C'est blanc-bleu belge, c'est pas le drapeau belge, c'est le nom d'une race de vache, une vache pure belge. Et pour codifier l'ordre de discrimination, on utilise le code BBB. Une race de vaches pour définir les préférences des clients recruteurs. Une centaine d'entreprises avec des demandes explicitement racistes. Là, une société pour des femmes de ménage, pour travailler de 17h à 20h30, BBB avec 5 points d'exclamation à côté. À la limite turc ou yougo. Là, un autre qui dit pour un électromécanicien, BBB ou autre nationalité, mais pas d'arabe. Pas d'arabe, pas de noir, pas d'étranger, BBB uniquement. Voilà à quoi ressemblait à l'époque le recrutement chez ce spécialiste de l'intérim. Ce racisme à l'emploi a des conséquences désastreuses, selon Samuel. Savoir qu'il y a des gens qui vont pouvoir l'écarter à cause de son origine, ça empêche même des jeunes de faire des études. Ça prive même l'envie de réussir à beaucoup de jeunes quand ils savent que cette discrimination existe, qu'elle a touché leur grand frère, qu'elle en touche tellement d'autres. Notre rédaction a tenté de contacter les sociétés Adecco et L'Oréal afin de connaître leur opinion sur leur condamnation. Mais nos appels et nos mails sont restés sans réponse. En plein cœur de Metz, c'est le grand jour pour Mustapha. C'est aujourd'hui que le tribunal va juger son ancien employeur. Comment vous vous sentez du coup là juste avant l'audience? C'est stressé un petit peu parce que moi, j'aimerais pas venir ici. Hein. C'est stressé. J'espère qu'il sera condamné. Mais après, ça c'est le rôle du tribunal. 3 ans après les faits, Mustapha touche enfin au but, le dénouement de cette affaire. Il appréhende la décision du juge et rien ne va se passer comme prévu. Bonjour, secrétaire. Devant la salle d'audience, il retrouve son avocat et ses anciens collègues qui eux aussi ont porté plainte. Comment vous vous sentez? Un petit peu stressé quand même, de savoir s'il va venir ou pas et de voir si on va quand même aboutir à une condamnation parce que c'est ce qu'il mérite, quoi. Donc stressé mais impatient. Tout le monde n'attend qu'une chose, l'arrivée du patron convoqué à l'audience. Maintenant, le plus important, c'est qu'il soit là, qu'il vienne et qu'il s'explique. Qu'il vienne assumer, quoi. Ouais, c'est qu'il vienne assumer, c'est le plus important. Le problème, c'est que l'heure tourne et qu'il n'est toujours pas arrivé. Mais son avocat est là, il est pas là. Son avocat est là. Alors, Maître Zouaoui va se renseigner auprès de la partie adverse. Et il revient avec une mauvaise nouvelle. Il ne viendra pas. Il y a un certificat médical qui est produit par son avocat. Le chef d'entreprise dit être malade et s'est fait dispenser. Les plaignants accusent le coup. C'est bizarre, on a tous les triples horaires, mais lui il est malade. Et nous on est là. Qu'il s'agisse d'un certificat médical de complaisance ou non, l'absence de l'accusé remet l'audience en question. Est-ce qu'on plaide quand même le dossier, même s'il n'est pas là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que votre avis est prioritaire. Il ne viendra jamais. Vous pensez qu'il ne viendra jamais? Il ne viendra jamais. Ça c'est... Il viendra jamais. Il viendra jamais, c'est clair. Maintenant, il va remporter 1 an encore. Il va pas venir encore 1 an. Il va rester au moins 5-6 ans. Les salariés sont déçus et même un peu énervés. Pour Kéredine, l'affaire doit être jugée et rapidement. Ce qui me fait chier beaucoup, c'est que ça traîne et puis que monsieur n'a pas de condamnation. Il peut toujours agir à sa guise et faire ce qu'il a envie et puis personne ne vient l'inquiéter. Et ça, moi, ça commence à me gonfler. Il faut qu'il soit condamné à de la prison, même si c'est avec sursis. Il faut qu'il soit condamné parce qu'il a fait du mal à plusieurs personnes. L'audience aura bien lieu,
Maître Zouaoui devra plaider. Et l'avocat de la partie adverse aussi. Ses arguments sont déjà prêts. Ce que rapportent aujourd'hui les parties civiles, c'est-à-dire que d'une manière quotidienne, il y avait des épisodes d'insultes qui étaient prodigués par mon client. Là, il réfute complètement ces affirmations en disant que c'est faux. Les deux, mon pote. Hein. Et là, on peut y aller. Hein. On peut y aller, Clépin. Moi, je suis pas avec ta petite djellaba de merde, là. Non, moi, La vidéo serait la preuve d'un incident isolé et non d'un harcèlement quotidien. L'avocat va donc essayer de justifier les propos de son client par son état d'ivresse. Le justifie par un épisode de pétage de plomb lié à une trop forte absorption d'alcool. Les avocats et les plaignants vont passer plus de 3 heures à plaider et témoigner devant le juge et le procureur de la République. Une audience interdite aux caméras. À la sortie, aucune réponse définitive pour ces salariés. Quelques semaines plus tard, le délibéré est rendu. L'ancien patron de Mustapha a été reconnu coupable par la justice. Eh ben, c'est une décision qui nous satisfait pleinement. C'est bien ça, c'est des nouvelles ça, c'est bien. Ouais. C'est une bonne nouvelle, ouais. Au moins... il a été condamné. C'est ça qu'on veut. Ça fait 3 ans on attend, mais à la fin il y a quelque chose. Le chef d'entreprise écope de 4 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Pour l'avocat, c'est une condamnation à la hauteur du préjudice. C'est une peine forte, 4 mois avec sursis. Cette décision, à mon sens, est une grande victoire. On peut s'assurer à partir de maintenant qu'il a bien compris, enfin j'espère pour lui, que la justice ne rigole pas avec ce genre de comportement. Le sursis devrait empêcher le chef d'entreprise de tenir à nouveau de tels propos. S'il veut recommencer, personne ne lui interdit. Par contre, la sanction risque d'être un peu plus désagréable. Et la loi, elle est plus mal informée. Pourtant, Kheireddine et Mustapha ne semblent pas très satisfaits de ce délibéré. Pour moi, ça me paraît très très faible. Je suis un petit peu déçu parce que ça c'est que 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 € d'amende pour une personne comme monsieur. C'est rien pour lui, c'est peanuts. Très marqués par ce qu'ils ont vécu, Mustapha et Kheireddine auraient préféré une peine de prison ferme. En revanche, la justice a ordonné une mesure un peu particulière qui les satisfait pleinement. Surtout, ce qui est intéressant, c'est cette obligation d'afficher la condamnation dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'est un point positif. Comme ça, au moins, ses fournisseurs et tous ceux qui seront amenés à aller chez lui verront à qui ils ont affaire. Si les propos de ce patron, à la parole très libérée, semblent exceptionnels, notre enquête va montrer qu'il n'est pas le seul employeur à être raciste avec ses employés. En région parisienne, Didier Bill a été témoin de la discrimination au travail. Pendant plus de 20 ans, il est directeur des ressources humaines en entreprise. Et il n'en garde pas un très bon souvenir. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, intimidation, humiliation, cela fait quasiment partie de la vie de l'entreprise. Parmi ses tâches quotidiennes, le recrutement. Il était chargé de sélectionner des candidatures pour des managers. Une expérience va particulièrement le choquer. Comme ce jour où il se rend avec le président d'une société sur un de ses sites pour rencontrer les équipes. C'était un long trajet en voiture vers un site de production dans lequel il n'était jamais allé, donc il ne connaissait pas le personnel de ce site de production. Moi, je m'étais un peu renseigné. Il me demande de lui faire un petit topo. Vous allez entendre le président faisant un commentaire quand il apprend qu'un directeur de site est noir. Les doutes de Didier vont se confirmer quand, une fois sur place, le patron, visiblement raciste, rencontre ses équipes et ce salarié. Le président, vous voyez absolument tout le monde, mais lui, et uniquement lui, il le tutoyait. Et le tu en question, c'était pas un tu d'amitié, c'était pas un tu de on se connaît. C'était clairement, il y a les gens à qui je dis vous, et il y a les gens à qui je dis tu. Et le directeur ne va pas s'arrêter là. Plus tard dans la journée,
la décision sera prise de licencier ce salarié noir. Choqué, après seulement une semaine dans l'entreprise, Didier envoie un long mail à sa direction pour les alerter de la situation. Il relate les scènes auxquelles il assiste et tire la sonnette d'alarme. Je décris les risques. Les risques, c'est que nous ayons des burn-out, nous ayons des dépressions, nous ayons bien entendu des procès pour harcèlement, mais que nous ayons également des tentatives de suicide. Le lundi midi, j'étais licencié. Visiblement, cela n'inquiète pas la direction de Didier. Pire, elle cautionne. Même si cette fois-ci, Didier a eu le réflexe de filmer, en général, les discriminations au travail sont plus difficiles à prouver, plus subtiles, plus pernicieuses, presque imperceptibles. Nous vivons aujourd'hui dans une société où l'apparence et l'esthétique sont reines. Il faut être beau, mince, en bonne santé, faire du sport, avoir les dents blanches. Alors que se passe-t-il quand on ne suit pas ces dictates de la beauté? Faut-il absolument être beau pour réussir et trouver un emploi? Notre journaliste a décidé de faire le test. Pour cela, elle fait appel à une comédienne à qui elle crée 2 identités. La journaliste postule à des offres d'assistante de direction avec 2 profils différents. Joséphine, qui n'a que 2 ans d'expérience dans le domaine, et Émilie, qui aura un meilleur profil avec 5 ans d'expérience. Quelques jours plus tard, les 2 profils ont retenu l'attention des recruteurs. Émilie et Joséphine sont convoquées à des entretiens d'embauche. Alors, pour savoir si le physique aura un impact sur ce recrutement, notre équipe fait appel à une maquilleuse professionnelle pour transformer notre comédienne, qui passera les entretiens et lui donner ainsi 2 apparences distinctes. Elle sera d'abord enlaidie pour jouer le rôle d'Émilie, la plus expérimentée. On tire au maximum les traits vers le bas pour justement lui donner un air un peu fatigué. Cernes, rides, taches brunes, lèvres pâles et surtout le sourire jauni. Je peux regarder? Oui, tu peux regarder, ouais. C'est horrible. Pour finir la métamorphose, la comédienne dissimule son visage derrière des lunettes. Avec son nouveau look, elle doute de plus en plus de ses chances à l'entretien d'embauche. Vous pourriez être prise? Vous pensez que l'apparence est trop importante aujourd'hui? Je pense que l'apparence est très importante aujourd'hui. Et vous, Patricia, vous embaucheriez quelqu'un qui a cette apparence? J'aimerais faire du politiquement correct, mais je suis pas sûre. La comédienne, grimée en Émilie, est équipée d'une caméra cachée pour enregistrer son rendez-vous avec le recruteur. Une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, à la recherche de sa nouvelle secrétaire. Nous l'attendons à l'extérieur. Bonjour. Émilie Bruchet. Bonjour. Enchantée. Merci. Le recruteur est sympathique et fait quelques blagues. L'entretien démarre plutôt bien. On cherche une personne qui a 3 cerveaux et 5 têtes et 12 bras, ouais, parce qu'il faut passer du commercial au fournisseur. Il présente son entreprise, mais aussi ses exigences plutôt nombreuses. Il faut savoir passer de coq à l'âne, Bien sûr, oui. mais en tout temps en éclair, quoi. Pas avoir d'état d'âme, être cool, sympa, mais passer ses marchés sur les pieds, savoir se faire respecter. Oui, c'est un peu l'ensemble, pouvoir faire passer de la compta aux notes de frais, en passant un devis, tout en répondant à un client et un commercial en même temps, avec 12 dossiers qui sont ouverts simultanément. Notre comédienne essaie donc de se vendre pour décrocher le poste. J'ai choisi ce métier parce que je suis quelqu'un qui est déjà très organisé. Et je sais comment faire pour m'organiser. C'est quelque chose que j'aime bien. Ce qui peut pour d'autres personnes paraître un peu particulier. Non, c'est bien. Non, ça me paraît bien déjà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime et je sais que je peux avoir les compétences pour. Une candidate organisée, volontaire et qui parle anglais couramment. Parle anglais? Yes, I speak English, yes. Ouais, bon, ok, très bien. L'entretien se passe plutôt bien, mais discrètement, dans la conversation, le patron va glisser un petit message à notre comédienne. Il faut être sympathique, il faut être agréable, il faut être présentable, oui, je veux dire, quelque chose de normal en fin de compte. Pour moi c'est normal, mais pour maintenant, quand on dit qu'il faut être présentable aux gens, c'est carrément, ça devient étonnant. Doit-on comprendre entre les lignes que l'apparence de cette candidate lui déplaît? La posture du recruteur, très en retrait, pourrait le laisser penser. Quoi qu'il en soit, la conversation se termine rapidement.
Je n'ai rien de plus à vous dire maintenant. Le recruteur n'a pas l'air très emballé. Après un entretien express de 19 minutes, notre comédienne est raccompagnée vers la sortie. Merci monsieur. Bonne journée. Au revoir, merci. Pour la comédienne, pas de doute, son look peu flatteur a interpellé le recruteur. Pour moi, le fait qu'il ait répété plusieurs fois qu'il fallait être présentable, c'était directement pour me parler à moi, pour me dire que j'étais pas présentable et qu'il fallait peut-être que je fasse un effort. Pire, cela pourrait même l'avoir disqualifiée. Je pense que si je suis pas prise, ça sera sûrement faute à mon physique, parce que mon CV, je sais qu'il a beaucoup aimé. Pour en avoir le cœur net, nous avons organisé un deuxième entretien pour notre comédienne. Cette fois, elle s'appelle Joséphine. Elle n'a que 2 ans d'expérience, mais une apparence bien plus attrayante. Un petit passage chez le coiffeur, un beau brushing, des cheveux brillants. Et puis c'est au tour de la maquilleuse d'embellir la comédienne avec un teint frais, un maquillage étudié pour la mettre en valeur et des dents bien blanches. La tenue est plus élégante, plus moderne aussi. La métamorphose est totale entre Émilie et Joséphine. Alors, le patron va-t-il privilégier le physique de Joséphine qui a moins d'expérience ou le parcours professionnel de la brillante Émilie au physique plus ingrat? Bonjour, Joséphine Chevalier. Enchantée. Comme pour Émilie, le recruteur va présenter en détail l'entreprise et le poste à pourvoir. On fabrique ça, on a plusieurs systèmes. Mais il est très rapide sur les expériences de Joséphine. Bon, Joséphine, donc vous maîtrisez ordinateur, Word, Excel, PowerPoint, tout ça. Vous avez fait un BTS assistant manager en 2016 chez Zola et un baccalauréat STG donc en 2014, d'accord. Et puis depuis donc 2016, donc 2 ans de travail. Voilà. Donc, volontairement, Joséphine a un niveau d'anglais plus faible, car c'est un critère important pour ce poste. on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit polyvalent, complètement, qui puisse passer de l'anglais au français. Comme ça, alors vous parlez anglais parfaitement? Je parle anglais. Je suis pas bilingue, hein, je préfère prévenir. Pourtant, le recruteur ne réagit pas vraiment à cette lacune. Cette fois, il est plutôt avenant et plus proche de la candidate, et s'attarde sur la partie la plus personnelle du CV de Joséphine. Vous faites de la danse? Oui, je fais de la danse. Quel genre? Modern jazz. Modern jazz, d'accord. Voyage, sport, et quoi sport, c'est quoi? Sport, c'est plus sport en salle, quand je... Machine? Ouais, quand je suis motivée. Comme tout le monde, en fait. Il va même jusqu'à poser quelques questions indiscrètes, voire interdites par la loi. Vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Non, pas encore? Non, pas encore. Bon, non, mais bon, ça va. Oui, non, pas tout de suite, non. Selon le Code du travail, la situation familiale d'un candidat ne doit pas être un critère à l'embauche. Comme pour Émilie, le recruteur évoque l'importance de la présentation physique. Il faut une présentation assez sympa, ça peut être jeune mais sympa. On veut pas de bimbo, mais on veut pas non plus, bon, c'est pas votre style. Non, mais quelqu'un d'élégant, féminine, mais sympa. Il faut quelque chose de chouette, d'agréable, et puis donne envie, avenante. Mais cette fois, le patron semble valider le physique de sa candidate. Il lui donne ses coordonnées. Comme ça, au moins, je vais vous donner une carte, et puis comme ça... Planifie déjà la date de début de contrat et finit carrément par lui confirmer l'embauche. Donc, demain matin, je vais pouvoir vous dire. Très bien. Mais a priori, ça me convient. C'est positif. Voilà. Ok. Là, voilà, au moins, on sait sur quoi on va et que ce soit clair. Bon, bah... Moi, j'aime bien les choses. Voilà. Moi aussi, j'aime bien les choses claires. Voilà, je ne vais pas vous faire tourner en rond, c'est pas mon style. L'entretien a duré 34 minutes. C'est presque 2 fois plus que pour Émilie. On a fini, je pense. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Visiblement, le profil de Joséphine a totalement séduit le patron, au point peut-être d'en oublier Émilie, pourtant plus expérimentée. Je pense qu'il cherche quelqu'un de jeune, frais, présentable, souriant, voilà. Et beau. Et beau. 2 jours plus tard, Joséphine reçoit la confirmation de son embauche. Émilie, elle, n'aura jamais de nouvelles. Alors, est-ce bel et bien le physique qui a motivé le choix final du recruteur ? Notre journaliste se présente à ses bureaux afin de lui poser la question.
On vient voir monsieur, s'il vous plaît. Après avoir attendu quelques minutes à l'accueil, le patron rappelle. Manque de chance, ce jour-là, il est absent. Vous n'êtes pas à votre bureau actuellement? Il accepte cependant de répondre à nos questions au téléphone. Notre journaliste lui explique alors le test réalisé. Visiblement, il est surpris de s'être fait avoir. Vous avez J'ai reçu 2 personnes la même et je m'en suis pas rendu compte. Oui. Passé l'effet de surprise, notre journaliste entre dans le vif du sujet. Vous pensez que ça a joué, le fait que Émilie était peut-être moins jolie, moins présentable? Est-ce que ça a pesé dans votre balance? Oui, ça a certainement joué. C'est plus important d'avoir quelqu'un qui a une présentation soignée. Bien sûr, c'est très important. Le look a son importance. Il n'y a pas que le savoir, les diplômes, le côté professionnel. C'est un ensemble. Le diable se cache dans les détails, exactement. Le patron ne prend pas de pincettes. Pour lui, le physique a un rôle important, voire même primordial. Quand vous voyez quelqu'un arriver qui postule un poste, la première chose que vous voyez, c'est l'apparence physique. Tout de suite, dans les 10 premières secondes, et tout de suite une idée en vous disant si la personne elle est soigneuse, ordonnée. Notre journaliste lui rappelle quand même qu'Émilie avait 2 fois plus d'expérience que Joséphine et qu'elle était bilingue. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui intéresse le plus ce recruteur. C'est pas que l'expérience qui compte, c'est un ensemble de choses. On ne cherche pas qu'une machine, on ne cherche pas que quelqu'un qui connaisse à la perfection chaque détail. Il n'y a pas que l'expérience, il n'y a pas que l'anglais, il n'y a pas que le CV, il y a aussi l'attractivité de la personne, le côté vestimentaire, apparence, la personne qui s'est apprêtée. Selon lui, l'apparence physique reflèterait la qualité du travail d'un salarié. C'est un cas de discrimination, celle à l'apparence physique, punissable par la loi. Sur ses vêtements et sur sa façon de se présenter, elle est également ordonnée dans son fonctionnement professionnel. Voilà pourquoi il aurait choisi Joséphine pour le poste et jamais rappelé Émilie. Rien de honteux selon lui. J'assume complètement, j'ai pas de problème, j'assume complètement mes choix. Et effectivement, je redis que tous les critères sont importants, y compris l'apparence physique. C'est évident. Ça me paraît tellement logique et cohérent et évident que je suis même étonné que ça perturbe certains. Cet employeur semble assumer sa réaction. Et notre enquête va montrer qu'il est loin d'être un cas isolé. Car les recruteurs reçoivent aujourd'hui des consignes très transparentes. Didier Bill, l'ancien DRH, s'est très vite heurté à une triste réalité alors qu'il était chargé de trouver des candidats pour des postes. La discrimination à l'embauche, alors là, c'est constant. Didier comprend rapidement que certains candidats n'ont aucune chance. Vous n'aurez pas d'handicapés, vous n'aurez pas d'obèses. Les femmes enceintes, clairement, une femme enceinte qui se présente à un entretien, c'est une perte de temps. Les personnes qui ont un fort accent africain ou maghrébin, c'est rédhibitoire. Bien entendu, alors on ne parle plus de race aujourd'hui, mais l'origine ethnique. Et une autre discrimination que j'aurais dû certainement placer un peu plus tôt, c'est la discrimination sociale, c'est-à-dire venir d'un milieu défavorisé. Pendant plus de 20 ans, ce DRH va refuser ses candidats sans même qu'on lui en donne l'ordre. On n'a même pas besoin de vous le demander, vous avez intégré cela. Vous savez bien qu'envoyer un certain profil à un manager, ce profil n'a strictement aucune chance. Donc on n'a pas besoin de vous le dire, de discriminer cette personne et de ne pas lui donner sa chance. Vous savez bien que ce n'est pas la peine de le faire venir à un nouvel entretien. Régulièrement, les managers refusaient les candidats d'origine étrangère, des femmes et des seniors. Quelque part, vous avez été vous-même dans une position de discriminant, oui, bien sûr. Je faisais partie du système en ayant parfaitement conscience de ce que je faisais. J'arrêtais une candidature sur une base qui n'avait rien à voir avec les compétences de l'individu, mais plus par rapport à son physique, par rapport à son origine. Est-ce que je trouve ça normal de l'avoir fait? Non. Est-ce que je le regrette? Je n'avais pas le choix. Alors, pour faire gagner du temps à tout le monde, ils décident de ne plus présenter leur CV au manager. J'ai envoyé quelqu'un au casse-pipe. Voilà. C'est aussi simple que cela. Pourquoi lui faire perdre son temps? Pour qu'il se prenne une porte un tout petit peu plus tard? Pour qu'il se prenne une porte un peu plus violemment que moi je vais lui la donner? Didier discrimine ainsi pendant des années.
Mais petit à petit, sa hiérarchie va encore plus loin. Elle commence à lui donner des ordres immoraux, mais surtout illégaux. En 2002, l'entreprise dans laquelle il travaille connaît une période financière compliquée. Il faut procéder à des licenciements. Je reçois ce mail qui nous informe qu'on doit faire partir des gens. Sa hiérarchie cible par écrit les personnes à licencier en priorité. Et vous avez une liste, à titre d'exemple, puisqu'il est bien mis en dessous, cette liste est non exhaustive. Vous avez les seniors, les employés plus anciens. Vous avez les femmes de moins de 30 ans. Les employés ayant des maladies chroniques, les employés ayant des handicaps. Tous les employés qui auraient des problèmes personnels, divorce. Et puis, bon, c'est précisé que c'est, bien entendu, pas une liste exhaustive. Didier n'appliquera pas ces consignes totalement illégales. Toute sa carrière, il a été confronté à de telles demandes aussi choquantes. Dans une autre entreprise, il a de nouveau des instructions discriminantes. En plein recrutement, son équipe reçoit l'ordre de ne pas embaucher certains profils. Une de mes assistantes a reçu comme instruction du président de ne plus recruter de personnes typées. Et elle me demande dans ce mail, donc je suis là depuis 4 jours, elle me demande dans ce mail de lui définir ce qu'on entend par typé. Elle a bien compris que ça s'appliquait aux Africains, mais elle me demande, texto, si cela s'applique également aux personnes ayant une orientation sexuelle exotique, aux juifs et aux handicapés. Excédé, aujourd'hui, Didier ne souhaite plus travailler dans les ressources humaines. Il fait du consulting et a passé un CAP cuisine. Selon lui, les mentalités évoluent très lentement en matière de discrimination et les idées reçues sont encore omniprésentes dans le monde du travail, notamment chez les seniors qui sont mis au placard passé la cinquantaine, alors que l'âge du départ à la retraite ne cesse d'augmenter. À Versailles, en région parisienne, Frédéric passe ses journées à chercher du travail. Je venais vers vous pour savoir où en était le recrutement sur ce poste. Ce cadre supérieur a travaillé dans la finance toute sa vie. Mais aujourd'hui, à 58 ans, il est au chômage. J'avais repéré hier un truc. Il vient de trouver une offre qui visiblement l'intéresse. Ah, là voilà. La jolie annonce. Ouais, ça c'est parfait. Voilà, celle-là, elle est vraiment pile poil dans ce que je cherche. Un poste de chargé d'affaires senior, son ancien métier. Avec 15 années d'expérience, Frédéric devrait parfaitement correspondre à l'annonce. Pourtant, des indices vont l'interpeller. Une première expérience comprise entre 3 et 4 ans. Vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique tournée vers l'international. C'est vrai que la rédaction de la fiche, voilà, 3-4 ans, équipe jeune et dynamique, elle demande du jeune. Frédéric candidate quand même à cette offre sans grande conviction. Pour être franc, j'y crois pas trop. Selon lui, son CV passe systématiquement à la trappe à cause de son âge. Oh ben, la difficulté, vous voyez, c'est cette petite ligne là, 58 ans. Ça, c'est la ligne qui tue. Frédéric est ce que l'on appelle un senior dans le monde du travail. La loi a reconnu que l'âge pouvait être une discrimination, même si elle est difficile à prouver. La faute, selon Frédéric, a des préjugés très ancrés. Derrière un CV de 58 ans de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous voyez un vieux barbon croulant. Voilà, 58 ans, il a forcément mal au dos, mal au ventre, mal partout. Ben non, pas moi. À cause de ces préjugés, depuis 10 ans, quand il arrive à décrocher un entretien d'embauche, il reçoit inlassablement les mêmes réponses. Malgré toutes les qualités que présente votre candidature, nous avons le regret de vous informer qu'il ne nous a pas été possible de retenir votre dossier pour ce poste. Frédéric ne touche plus d'indemnité chômage. Mais plus que les difficultés financières, c'est le regard que la société porte sur lui qui le touche le plus. Ça fait mal, ça, en termes d'égo? Ouais, c'est vraiment... de toute façon, c'est une exclusion. Hein. C'est une exclusion du marché du travail, c'est une exclusion de la vie sociale. Comment voulez-vous continuer à nourrir du lien? On se sent tellement honteux. On se sent de ne pas retrouver du travail. On a l'impression
Puis en plus, tous les jours, si vous écoutez la radio, la télévision, vous avez des politiques qui s'expriment en disant que si on ne retrouve pas du travail, c'est parce qu'on le fait exprès. Donc on se sent misérable parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Frédéric passe régulièrement par les montagnes russes émotionnelles. Avec un manager, je n'ai pas passé d'entretien depuis au moins 9 mois. Ça fait long. Là, on sent vraiment le rejet, quoi. Son univers professionnel lui manque terriblement. J'ai passé 25 ans dans la banque. J'y avais une famille de travail, une deuxième famille. J'avais un boulot vraiment passionnant. C'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Et c'est vrai que là, vous me faites parler, je vais peut-être finir par pleurer. Parmi toutes ces candidatures, Frédéric a plusieurs fois postulé à des offres de son ancien employeur, une institution financière publique. La première entreprise où j'étais, il y avait de la demande sur mon job. Les domaines sur lesquels j'avais travaillé et j'avais bien réussi. Donc je me suis dit, je vais me tourner dans l'entreprise dans laquelle j'étais parce que, à la fois, il y a des jobs qui me conviennent, enfin que je sais faire, et en même temps, je suis connu. Il candidate donc au même poste que celui qu'il occupait 15 ans plus tôt. Je postule au poste auditeur, auditrice. Alors, quand on compare à mon contrat de travail, on voit vous serez affecté au service de l'audit interne, vous exercerez les fonctions d'auditeur. Donc c'est exactement le même poste. C'est exactement le même poste. A priori, aucune raison de refuser Frédéric qui correspond parfaitement au profil du poste et a laissé une très bonne impression à ses supérieurs. Voilà l'entretien d'évaluation avec les appréciations du manager. Que dit le manager? Il est particulièrement aguerri à cette fonction. Le manager a coché la case, les résultats attendus ont été dépassés. Ancien salarié, poste déjà occupé, bonnes évaluations. Malgré tout, c'est la douche froide. Frédéric est recalé une première fois. Mais il continue de candidater sans relâche dans cette institution qui a très souvent des postes à pourvoir. Dans cette entreprise, j'ai postulé, sur les 10 dernières années, j'ai postulé 40 fois. 40 candidatures en 10 ans et autant de réponses négatives. Incompréhensible. On me disait, monsieur, vous êtes surdimensionné. C'est déjà une sorte d'indice qu'il y a de la discrimination quand même, dire vous êtes surdimensionné. Frédéric est persuadé qu'il est victime de discrimination en raison de son âge. Très remonté contre cette exclusion et après ses 40 refus, il a décidé d'attaquer son ancien employeur, une institution financière publique, en justice. Ce jour-là, Frédéric a rendez-vous chez son avocate, Maître Kéruel. L'objectif, que son ancien employeur reconnaisse l'avoir discriminé, car l'âge est reconnu comme un motif de discrimination par la loi depuis 2008. Bonjour maître. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Le problème, c'est que Frédéric n'a pas vraiment de preuves. Je vous en prie, asseyez-vous. Les ressources humaines n'ont jamais écrit noir sur blanc qu'il était recalé en raison de son âge. Car si l'âge est parmi les premiers motifs déclarés par les personnes discriminées, il est très difficile de prouver cette discrimination insidieuse. Mais l'avocate va rassurer Frédéric. En matière de discrimination, le droit penche plutôt du côté des salariés. C'est à l'employeur d'apporter la preuve et c'est pas à nous. Dans le cas de Frédéric, c'est l'entreprise qui va devoir justifier pourquoi elle ne l'a pas embauché. Pourquoi monsieur est le candidat l'un des plus âgés, voire le plus âgé, sa candidature n'est jamais retenue? Qu'on nous explique pourquoi, et avec des éléments objectifs. Pour se justifier, la partie adverse a monté un dossier avec ce qu'elle estime être des preuves de sa bonne foi, notamment les CV des personnes embauchées à la place de Frédéric, présentées comme plus compétentes que lui. La personne retenue, qui en l'espèce donc est un jeune homme de 30 ans, et qui, selon la partie adverse comme élément objectif, bénéficierait donc d'expérience bien plus conséquente que monsieur et également le fait que ce monsieur retenu était bilingue. Voilà pourquoi la société aurait recalé Frédéric. Ce métier qui est le cœur du poste, la personne l'a fait pendant 1 an au Canada dans un fonds d'investissement. Ce métier, moi je l'ai fait pendant 15 ans.
Quant à l'argument selon lequel il n'aurait pas le niveau linguistique requis, alors bien sûr, je suis bilingue, non seulement j'ai fait toute ma scolarité dans une école bilingue depuis la maternelle, mais en plus j'ai toujours travaillé à l'international. les arguments de la partie adverse en prennent un coup. Et drôle de hasard, tous les candidats retenus sont bien plus jeunes que Frédéric. L'âge moyen des candidats retenus est de 36 ans. L'âge de M. Augier à cette époque était de 55 ans. On a donc un écart de 19 années. Et d'après Maître Kéruel, l'entreprise ne se justifie pas sur cette différence d'âge flagrante. La société n'apporte aucun élément là-dessus. Pour nous, la différence de traitement, elle est avérée. Chaque année qui passe complique la situation de Frédéric et l'éloigne de plus en plus du marché du travail. Hors de question de perdre plus de temps. Nous demandons en premier lieu, c'est le souhait de M. fait d'être réintégré dans l'idéal, c'est-à-dire lui donner un poste au sein de cette société. Maître Kéruel demandera également des dommages et intérêts pour compenser les salaires que Frédéric n'a pas touchés toutes ces années, l'équivalent de 5 ans de rémunération. C'est le tribunal qui tranchera dans quelques semaines. Frédéric pourrait enfin retourner à la vie active à 58 ans et après 10 ans de galère. En plein cœur de Paris, 2 mois plus tard, Frédéric a rendez-vous au tribunal. C'est aujourd'hui que son affaire va être présentée à la justice. J'aimerais bien que la Cour reconnaisse que la discrimination existe et qu'il y a suffisamment d'éléments pour montrer que mon employeur ne s'est pas comporté correctement ou en tout cas ne m'a pas traité à égalité avec les autres candidats. Il retrouve son avocate, Maître Kéruel. Bonjour maître. Qui va plaider le dossier de Frédéric, visiblement un peu inquiet. Alors, comment ça va? Comment vous vous sentez par rapport à la dernière fois? Écoutez, à la fois stressé et puis en même temps plein d'espoir. Les deux parties vont défendre leur point de vue. Vous y va, monsieur? On y va. L'audience ne peut pas être filmée. Les débats vont durer une petite heure. À la sortie, Frédéric semble un peu décontenancé. Bon, c'était rude, hein, quand même. Pour moi, entendre les mensonges de l'avocate de la partie adverse, ouais. L'avocate a accusé Frédéric de se reposer uniquement sur son ancien employeur et de ne pas chercher activement un nouveau poste ailleurs. Mais pour Maître Kéruel, c'est une technique classique. C'est typiquement un argument de fuite qui déjà est erroné, puisque M. a cherché ailleurs, et qui également permet de ne pas répondre à la question, à savoir est-ce qu'on est dans ce débat, est-ce que nous avons un salarié qui a été mis en échec par une société de manière délibérée ou non, peu importe, en raison de son âge. Mais les dés ne sont pas encore jetés. Cette simple audience ne suffit pas au juge pour prendre une décision. J'espère qu'ils vont pouvoir rectifier les choses mensongères qui ont été dites à mon égard. Si regarde le dossier, je suis assez confiante sur l'issue du litige. Ils vont étudier le dossier, les pièces et arguments apportés par les deux parties, avant de décider si, oui ou non, il y a eu discrimination. Ce serait le seul moyen de réparer l'injustice. C'est vraiment de me redonner un emploi et de me redonner la valeur que j'ai réellement sur le marché de l'emploi dans l'entreprise. Frédéric recevra le délibéré 2 mois plus tard. Les juges ont reconnu qu'il a été victime de discrimination en raison de son âge. Son ancien employeur a été condamné à lui verser plus de 200 000 € en réparation du préjudice. Malgré cette victoire, il cherche toujours du travail et espère remettre très vite son costume de banquier. Notre rédaction a contacté cet établissement public financier afin de lui demander son avis sur le cas de Frédéric. Et surtout sur la décision de justice qui l'a condamné pour discrimination à l'embauche. Nous n'avons reçu qu'un mail nous informant qu'il ne souhaitait pas s'exprimer. La société ne commentera pas une décision de justice. Et pour le cas d'espèce, la société réfléchit aux éventuelles suites judiciaires à donner. Comme Frédéric, de nombreux Français sont au chômage forcé à cause d'idées reçues, notamment les femmes et plus particulièrement les mères de famille. Les recruteurs pensent encore qu'une maman sera moins disponible pour son travail, plus préoccupée par ses enfants et plus souvent absente.
Résultat, les femmes enceintes sont celles qui sont les plus exposées à la discrimination. Dans un petit village français, vit cette femme de 32 ans. Vous allez voir papa? Nous l'appellerons Julie. Cette opticienne et son mari agriculteur ont déménagé et quitté la ville pour reprendre cette ferme familiale. T'as bientôt fini? Super. Tu fais un bisou à papa? Le couple vient tout juste d'avoir un deuxième enfant, un petit bébé de 2 mois seulement. Il vient de se réveiller, non? Non, il faudrait qu'il s'endorme. Oh. Pour l'instant, la jeune maman s'occupe à plein temps de son enfant. Eh ben allez, on va se repromener. Si dans quelques semaines, son bébé ira à la crèche, Julie, elle, restera à la maison. Car contrairement à ce qu'elle espérait, elle ne reprend pas le travail. T'as faim? Le scandale de ce chômage forcé, c'est qu'il est dû à son statut de maman. Il y a 1 an, la jeune femme cherchait un nouveau travail suite à son déménagement. Je suis tombée sur une annonce pour un fabricant de verre. Ça collait à ce que je recherchais. C'était pas très loin de la maison. C'était un emploi du lundi au vendredi. Donc quand on a des enfants, c'est vrai que c'est quand même agréable de ne pas travailler le samedi. C'était un emploi imminent puisque c'était pour le mois d'après. Voilà, je voyais que du plus à cette candidature. Julie postule à ce CDI d'opticienne dans une grosse entreprise, passe plusieurs entretiens qui se déroulent parfaitement. Et bonne nouvelle, c'est suite à ces nombreux entretiens qu'on m'informe par téléphone que je suis prise pour le poste et que je commence le mois suivant. Pourtant, elle ne travaillera jamais dans cette entreprise. Et 3 jours plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Donc je leur fais un mail à mon tour pour leur annoncer tout de suite avant la rédaction du contrat, puisque je voulais vraiment être la plus honnête possible et la plus franche. Donc je leur envoie un mail pour leur annoncer ma grossesse. Donc par la présente, je viens vous informer donc, de mon enthousiasme d'intégrer votre équipe. Il me semble néanmoins important de vous faire part de ma grossesse. Donc j'étais à 8 semaines d'aménorrhée et ne souhaitant pas attendre les délais de prévenance par souci d'honnêteté, qui est pour moi une qualité primordiale pour une collaboration réussie. Mais cette honnêteté va lui jouer des tours. Dans la foulée, ils me répondent « Merci pour votre honnêteté » et effectivement, il s'agit d'un paramètre important que je ne peux pas négliger. Je me suis donné septembre en date butoir pour renforcer l'équipe, avoir quelqu'un de 100% opérationnel. Or, avec cette nouvelle donne, je crains que notre collaboration ne puisse pas le permettre. À cause de cette grossesse, l'employeur va tout simplement annuler le CDI de Julie, qui était pourtant acté. Je suis choquée par cette réponse, puisque pour moi, ça n'avait pas lieu d'être, et pour moi, ça n'existait pas en fait. Cette discrimination, voilà, j'étais vraiment estomaquée. Julie n'aura donc jamais de poste dans cette entreprise. Elle est victime d'une discrimination ahurissante, celle qui touche les futures mamans. Blessée, elle décide d'agir. C'était important pour moi qu'il y ait une sanction, qu'il y ait un mot, que quelqu'un leur dise voilà, on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas le faire comme ça. Et voilà, qu'ils ne restent pas impunément dans leur coin à décider de qui travaille ou qui ne travaille pas. Julie décide de ne pas se porter en justice. Pour faire valoir ses droits, elle décide de se tourner vers une institution qui a fait de la protection des citoyens son fer de lance, le Défenseur des droits. L'année dernière, 140 000 personnes ont fait appel à Slimane Laoufi et ses collègues, notamment pour des cas de discrimination. Un chiffre qui peut paraître conséquent en apparence, pourtant pour ce juriste, on est loin du compte. Moi, ça me paraît peu nombreuse comme requête, hein, parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité, surtout au niveau de discrimination. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont victimes de discrimination, mais qui n'ont pas encore saisi le Défenseur des droits. Et on les invite à le faire. Solliciter ce service public et gratuit, c'est justement ce qu'a fait Julie, la jeune maman, il y a 1 an. Salut Loïc. Ça va? Ça va. Pour vérifier s'il y a eu discrimination, Slimane Laoufi va demander à l'employeur de se justifier. L'employeur dit noir sur blanc, je ne peux pas la prendre parce qu'elle va être absente. Si vous voulez, on ne se place pas sur le plan de la maternité ou de la grossesse, on se place sur le plan de la disponibilité de la personne. Mais c'est lié à la grossesse. Et si c'est lié à la grossesse, c'est une discrimination. Cette discrimination, inscrite dans la loi depuis 2008, est encore très répandue dans le monde du travail.
Plus rien ne nous étonne, malheureusement, et notamment en matière de discrimination. En matière de discrimination en raison de la grossesse, c'est malheureusement un classique. Ce qui nous étonne par contre, c'est l'augmentation des situations, l'augmentation des dossiers que nous pouvons avoir sur ce critère de la grossesse. Dans des cas de discrimination comme celui-là, le défenseur des droits peut demander réparation, une sorte de solution amiable. Elle peut prendre différentes formes, la réintégration dans l'entreprise, des dommages et intérêts, ou même accompagner les plaignants en justice. On en est où, Alain, sur ce dossier? On a reçu un courrier en début de semaine. Oui, on a reçu la confirmation par l'entreprise que la transaction avait été signée. D'accord. On a reçu le chèque. Et c'est clos alors. Le litige est clos. Slimane Laoufi et son équipe ont demandé à l'employeur de verser des dommages et intérêts à Julie, qui ne veut pas réintégrer l'entreprise. Elle a reçu un chèque de quelques milliers d'euros, l'équivalent d'un mois de salaire. La somme exacte est inconnue. Ces informations financières restent toujours secrètes. Depuis cette affaire, Julie n'a pas retrouvé de contrat stable. Elle enchaîne les remplacements et missions d'intérim. L'État tente depuis quelques années de lutter contre ces exclusions sur le marché du travail. Depuis 1987, une loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher 6% de personnes handicapées au sein de leur personnel. Une catégorie de population souvent discriminée. Alors, depuis quelques années, des dizaines d'entreprises à travers la France mettent tout en œuvre pour l'intégration de ces salariés. Rendez-vous chez Vinci Construction, une société spécialisée dans le bâtiment. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nassim, enchanté, de l'association Premier de Cordée. Aujourd'hui, le service des ressources humaines a fait appel à ces deux bénévoles d'une association pour sensibiliser ses ingénieurs aux situations de handicap et leur apprendre à accepter les différences. Car si les employeurs discriminent, les salariés aussi. En fait, c'est très simple. On a un petit cube qui représente le hasard avec différents handicaps présents sur les faces. Donc vous allez tour à tour jeter le dé en fait, et tomber sur un type de handicap. Et pour chaque type de handicap, on a un objet qui simule ce handicap. Les salariés vont devoir se mettre dans la peau d'un handicapé grâce à ces accessoires. Objectif, leur faire réaliser que leurs collègues handicapés sont aussi des salariés comme les autres. Vous êtes partant? Ouais, j'ai pas entendu, excusez-moi, vous êtes partant? Oui. Ah, super, bon. C'est ce jeune homme qui s'y colle en premier. Hop. Allez, j'attaque. Allez, j'en étais sûr. Parfait, donc handicap visuel. Pas évident de perdre la vue quand on travaille sur un ordinateur toute la journée. Et donc voilà, Iris va vous équiper d'une petite paire de lunettes qui va simuler différentes pathologies, une rétinopathie diabétique et une cécité sur l'œil gauche. Avec ces lunettes, ce salarié va être en partie aveugle. Il va devoir travailler avec ce handicap pour se rendre compte des difficultés rencontrées par les véritables malvoyants. Le jeu de rôle des handicaps continue. Handicap moteur. Donc on va vous équiper d'une petite attelle qui va vous immobiliser votre bras favori. Ce salarié va perdre l'usage de son bras droit grâce à cette attelle qui l'empêchera de s'en servir. Troisième handicap pour cet autre ingénieur. Handicap auditif. Qui va perdre 37% de son audition. Hop, je vous laisse vous équiper du casque. Et donc là, directement, les bruits d'ambiance, plus rien. La ventilation, on l'entend plus. Et si vos collègues en fait vous parlent sur le côté, ou alors si vous ne regardez pas dans les yeux, ça va être très difficile de les comprendre. Car l'objectif, c'est de sensibiliser ces salariés au handicap, leur permettre de mieux comprendre les difficultés rencontrées au travail, afin de mieux accueillir les handicapés. Et visiblement, la tâche est ardue pour ces ingénieurs qui dessinent des plans minutieux sur ordinateur. Il faut aller chercher les coordonnées d'un point en haut à droite. Là. Tout petit, je suis obligé de tourner la tête dans tous les sens pour choper les petites infos ici, quoi. Au bout de quelques minutes seulement, ce salarié déclare forfait. J'ai retiré mes lunettes, j'en pouvais plus. On n'y voit vraiment plus grand-chose, quoi. Donc, toutes les informations qui pourraient être utiles à l'écran sont plus difficilement accessibles. Je pense que je suis 2 ou 3 fois plus lent et au bout d'une demi-heure, je rentre chez moi. Léonard, lui, joue le jeu jusqu'au bout et garde son casque sur les oreilles, même lorsqu'il doit aider sa collègue sur un logiciel.
Ok, alors ça, il faut la supprimer. Sauf qu'avec ce handicap, il ne comprend pas correctement la requête de sa collègue. Ah non, tu ne déplaces pas le milieu. C'est la ligne qu'il faut déplacer. De l'autre côté de l'open space, le paralysé temporaire a du mal à ouvrir sa session d'ordinateur. Une commande qui nécessite d'appuyer sur 3 touches en même temps. Alors, il trouve des solutions originales. On peut faire un contrôle. C'est comme ça. Voilà. Dans cette ambiance ludique, ces salariés prennent petit à petit conscience des difficultés rencontrées par les handicapés. Je trouve que ça isole vachement. Ouais. Justement, on entend autour qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc on se sent vraiment mis à l'écart d'un groupe, par exemple. Des conversations. Ouais. Là, par exemple, quand vous étiez avec mes collègues, j'entendais qu'il se passait quelque chose. J'avais presque envie de participer avec vous, mais c'était impossible. L'objectif, mieux accueillir d'éventuels collègues souffrant de l'une de ces pathologies. Car Vinci ne se contente pas de sensibiliser ses salariés au handicap. L'entreprise embauche 6% de handicapés au sein de son personnel, une obligation légale. Comme Lucas, qui a eu un accident de vélo et a perdu l'usage de ses jambes il y a quelques années. Il doit désormais se déplacer avec ce fauteuil roulant. Salut Nathalie. Ça va ? Ça va. Dans cette entreprise, il a de la place pour circuler. Il a même pu choisir l'emplacement le plus adapté pour son bureau. J'ai choisi cette place parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'espace par rapport à d'autres bureaux. En arrivant, je ne suis pas obligé de contourner certains obstacles. C'est plutôt confortable pour moi. Ce qui n'est pas forcément le cas du bureau de ses collègues. En fait, l'espace ici, il est un petit peu juste. Ce sera beaucoup plus difficile pour moi. Un confort qui paraît évident. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans sa carrière, Lucas a parfois été confronté à des obstacles. C'était une toute petite entreprise. Pour l'entrée dans le bâtiment, c'était difficile parce qu'en fait, il y avait 2 marches pour l'entrée dans le bâtiment. Et tous les matins, j'étais presque obligé d'attendre mes collègues d'arriver pour m'aider à monter à l'étage. En fait, ils m'ont porté avec mon fauteuil. C'est pas très confortable pour moi et pour vous, je pense qu'aussi. Mais on n'a pas de choix parfois. Ici, Lucas n'est plus dépendant de ses collègues, qui l'ont d'ailleurs très bien accueilli. Depuis mon arrivée ici, je me sens super bien. Les collègues, ils font jamais aucune remarque par rapport à mon handicap. Je pense que c'est super. Ouais. Ça fait chaud au cœur quand même. Pour le moment, l'association qui propose cette formule est intervenue auprès d'une 50aine d'entreprises. Un chiffre qui a doublé en 1 an. Mais malheureusement, la discrimination continue de sévir dans le monde du travail. En pleine crise économique et avec un taux de chômage qui avoisine les 10%, les salariés n'osent pas toujours attaquer, faute de preuves et surtout par peur de perdre un emploi déjà précaire.